Bonjour mesdames, messieurs, merci de nous rejoindre sur l'antenne de la RTS et bienvenue à l'émission Point de vue de ce dimanche 12 février 2012. Émission qui reçoit le président Mansour Kama, président de la CNES, la Confédération nationale des employeurs du Sénégal. Bonjour président. Bonjour Omar. Merci d'être avec nous. Alors, il y a quelques jours, la plateforme du secteur privé qui regroupe plusieurs organisations patronales dont la vôtre a lancé un appel aux acteurs politiques les invitant à préserver la paix et la stabilité du pays. Avec l'évolution de la situation, que dites-vous? Est-ce que cet appel a été entendu? Omar, permettez-moi avant de répondre à cette question d'avoir une pensée pieuse pour d'abord tous ceux qui ont perdu des parents. Moi-même qui vous parle, c'est aujourd'hui l'anniversaire du décès de mon frère Pierre Babacar Kama. Et je voudrais aussi prier pour tous les Sénégalais qui ont perdu quelqu'un, et notamment dans les circonstances que vous évoquez. La plateforme du secteur privé est une initiative qui a été prise récemment et qui a pour l'essentiel deux objectifs. Le premier, c'est de conjuguer nos efforts en tant qu'organisation patronale représentant le secteur informel et le secteur formel, ainsi que l'Union des chambres de commerce, pour arriver à mettre en face de tous les candidats qui, en tout cas, se présentent aux élections présidentielles, un cadre dans lequel ils auront la possibilité de venir décliner leur programme et de nous informer sur, en tout cas, les objectifs qui se sont fixés eux-mêmes. Et nous avons pour cela élaboré un questionnaire. Le deuxième objectif, bien évidemment, c'est aussi de les sensibiliser sur ce que vous avez dit, à savoir que la stabilité et la paix sont les garants d'un développement économique et social dont notre pays a besoin. Donc, pour l'essentiel, c'est cela la plateforme, parce que nous sommes conscients que, sans être des acteurs politiques, nous sommes tenus aussi de tirer la sonnette d'alarme lorsque c'est nécessaire, ou en tout cas d'intervenir dans le champ politique pour les mettre en garde contre des dérapages ou des dérives qui seraient dommageables pour l'économie nationale. Alors, c'est vrai que dans nos pays, la période électorale est généralement un moment d'inquiétude, surtout avec les images qui sont diffusées, qui ne reflètent pas justement, je veux dire, avec la tension, qui ne reflètent pas une bonne image du pays en question. Dans ces genres de situations, quel est le réflexe de l'investisseur? Oui, vous avez abordé une question qu'on appelle de manière d'ailleurs convenue de risque politique. Parce que vous savez que lorsque vous analysez l'environnement de l'investissement d'un pays, ou lorsque vous décidez de venir investir dans un pays, parmi les critères que vous retenez, forcément vous allez inclure le critère risque politique qui vous permet de mesurer justement le niveau de stabilité du pays considéré. Donc, dès lors que vous êtes muni, j'allais dire, de ce critère, vous êtes obligé de considérer que dans le cas d'un pays comme le Sénégal par exemple, il y a eu quand même des soubresauts importants avant les élections. Nous sommes aujourd'hui dans la campagne, mais avant la campagne, il y a eu des éléments importants qui ont secoué notre environnement. Et aussi, on peut se préoccuper de savoir si après les élections, il ne va pas y avoir encore une contestation, puisque de ce que nous entendons en tant qu'investisseurs, évidemment, nous nous interrogeons sur la période que nous allons vivre à partir de la campagne électorale jusqu'après les élections. Et est-ce que nous serons dans une période de stabilité et de calme, ou bien est-ce que nous serons dans une période de trouble? Ceci, évidemment, va conditionner la décision d'investissement. Et nous pouvons le mesurer d'ailleurs au contact que nous avons avec des partenaires extérieurs qui, pour l'essentiel, diffèrent leurs investissements en disant nous voulions venir au Sénégal, nous sommes prêts à faire des choses avec vous, mais vous allez quand même patienter qu'on y voit un peu plus clair. Puisque en réalité, le risque politique, c'est de voir clair dans l'avenir d'un pays et de se dire que ce pays ne sera pas soumis à des à-coups ou à des soubresauts qui peuvent évidemment impacter négativement l'activité économique, et l'investisseur est très soucieux de stabilité pour pouvoir mettre son argent quelque part. Imaginez que vous êtes Sénégalais, c'est votre environnement, vous pouvez peut-être en subir le contre-coup et essayer de le gérer, mais quelqu'un qui est étranger et qui se dit non concerné par certaines choses, évidemment, aura beaucoup de mal à dire je vais plonger
parce que simplement on m'a dit que le Sénégal est un pays où il fait beau et que les gens sont gentils. Oui. Donc ce risque politique est plutôt un critère important. Donc c'est un risque qui implique des mesures de prudence de la part des investisseurs. Absolument, c'est la raison pour laquelle, même au plan international, les grands investisseurs s'entourent d'un certain nombre de précautions. Outre le fait que les bureaux d'analyse auxquels il faut appel mesurent le risque politique des pays, mais même des organisations internationales comme le FMI, la Banque mondiale ou l'OCDE ont aussi des rapports sur les situations politiques des pays, parce que les pays sont des destinations d'investissement. Et de ce point de vue-là, forcément, l'investisseur mettra sur la table tout cet ensemble d'informations et prendra même ce qu'on appelle des garanties, parce qu'il y a des structures qui prémunissent contre ce risque politique-là. C'est-à-dire qu'il peut survenir et vous aurez peut-être des dommages sur votre bien ou vos propriétés, mais vous avez pris des garanties au départ, que vous avez payé même cher, pour pouvoir évidemment rattraper l'investissement que vous aurez perdu à cause de troubles politiques ou en tout cas sociaux. Adopter cette posture, c'est évidemment mesurer les conséquences d'une instabilité sur un pays donné. On est au Sénégal, là. On espère que le Sénégal ne va pas arriver à ce niveau-là. Pour le moment, on est au 8e jour de la campagne électorale. Comment se porte l'activité économique de façon générale? Est-ce qu'elle suit son cours normal? Alors, je pense qu'il faut distinguer, à mon avis, deux niveaux d'activité. Nous avons abordé le premier niveau qui est l'investissement et la décision d'investissement. Je peux être assez affirmatif pour dire que de grands investissements, ou en tout cas des décisions d'investissement qui devaient arriver, sont différées. Donc, le taux d'investissement du Sénégal pourrait ralentir dans la période et baisser. L'activité maintenant quotidienne se maintient à condition bien évidemment que des troubles ne soient pas au rendez-vous, puisque vous savez bien que dès lors qu'il y a une grande manifestation et que la violence s'installe, le réflexe est de fermer les magasins, les boutiques, le transport n'étant plus assuré, les usines aussi ne travaillent pas. Oui. Donc c'est clair qu'il y a un impact très négatif, mais aujourd'hui, bon, après les périodes qu'on a connues, on peut considérer que cette première semaine n'a pas été marquée, de mon point de vue, par ces violences que nous redoutions. Donc l'activité normale s'est poursuivie. Espérons que peut-être cela dure. D'accord. En tout cas, par rapport au déroulement même de la campagne électorale, on n'assiste pas vraiment à des débats de haut niveau sur les programmes. Ça, tout le monde l'a constaté. Les questions sont plutôt politiques, avec en toile de fond cette candidature que l'opposition conteste, cette candidature du président sortant. Ce n'est pas certainement ce que vous auriez souhaité en tant que privé. Bien évidemment, c'est pourquoi d'ailleurs, en mettant sur pied la plateforme, nous invitons les acteurs à venir, les candidats, à nous décliner le programme dont vous parlez. Est-ce qu'ils viennent? Alors, il faut noter que nous avons eu un premier rendez-vous avec M. Macky Sall. Lui, il est venu. Il a décliné son programme sur la base des questions qui étaient posées et nous a donc informé de ses positions sur un certain nombre de sujets, bon, sur lesquels je ne vais pas rentrer. Oui. Nous n'avons pas encore, à ma connaissance, reçu d'autres appels et ça me fait dire peut-être que nous sommes à peut-être une semaine de campagne. Est-ce que les gens prennent encore leur marque par rapport à des programmes? Et vous savez aussi qu'il y a un certain nombre de candidats qui, eux, se réclament du programme des assises nationales. Oui. Cela, évidemment, comme ils le savent d'ailleurs, savent pertinemment que ce n'est pas suffisant de le dire. Il faut aussi qu'ils viennent montrer devant le patronat, mais devant les Sénégalais, que le contenu de ce programme dont ils parlent, ils vont le décliner et ils vont pouvoir peut-être le défendre pour pouvoir le porter le jour où ils seront élus. Mais ce que je voudrais retenir surtout, c'est que l'atmosphère qui prévaut, véritablement, je me pose la question de savoir est-ce que c'est une véritable campagne électorale en destination d'élection, d'un scrutin, ou est-ce que nous sommes encore dans une espèce de flou où les gens prennent des marques, où il y a des contestations. J'avoue que, honnêtement, je n'ai pas de visibilité. Vous n'y comprenez pas grand-chose. J'ai du mal à comprendre. Par contre, ce que je sais évidemment, c'est que effectivement,
les gens peuvent ne pas parler de programme au sens où on peut le comprendre, mais je pense qu'effectivement, un candidat et une candidature pour des élections présidentielles, c'est aussi peut-être la conjugaison de critères personnels avec des programmes qui pourraient être des programmes bien analysés. Je crois que la charge personnelle est importante dans une élection. C'est peut-être la raison pour laquelle les candidats se mettent en avant et essayer de décliner des programmes qui d'abord les projettent eux sous les feux de la rampe avant même de dire aux Sénégalais maintenant que vous m'avez reconnu, je vais vous présenter un programme. Donc nous sommes dans l'attente en tout cas de ces candidats, mais je dois dire que le rythme me paraît un peu lent si ce sont les réactions qui tardent. Des invitations ont été quand même adressées nous avons ouvert, à tous les candidats. à tout le monde. Bon, peut-être sans les saisir directement par écrit, mais ils savent bien que c'est une posture que nous avons toujours adoptée et que aux dernières élections, nous avons toujours, pour des organisations comme la CNES, ou peut-être le CNP, mais en tout cas la CNES, nous le faisons depuis très longtemps, nous recevions tous les candidats. Le président Wade, lorsqu'il était dans l'opposition, était le seul candidat de l'opposition en face d'Abdou Diouf que nous recevions pour venir décliner son programme. Oui, on a vu quand même que cette question politique concernant la candidature du président sortant, le président Wade a pollué le débat pendant de longs mois. Ce n'est pas pour vous rendre responsable, mais peut-être aviez-vous les moyens de contraindre les politiques à privilégier ou à mettre en avant les débats de programme. C'est vrai que vous n'avez pas le droit de leur dire, bon, ne parlez pas de cette question, mais je veux dire, la CNES, le MEDES, le CNP, la Chambre de commerce, l'UNACOIS, ça pèse lourd dans ce pays. Vous aviez les moyens de pression sur ces acteurs politiques-là? Oui, je ne pense pas que nous ayons de grands moyens de pression sur les acteurs politiques. Mais en tout cas, non, je ne me fais pas d'illusions. Ce que nous avons essayé de faire, et ce ne sont pas les organisations d'ailleurs, ce sont des hommes, puisque vous êtes bien au courant que nous avions mis sur pied une initiative qu'on appelle le G6, qui, justement, s'entend peut-être que l'absence de dialogue politique dans ce pays, et c'est donc il y a plusieurs mois, pouvait déboucher justement sur des situations graves en termes de stabilité politique. Et donc nous nous sommes retrouvés à 6 personnes qui se connaissaient, bon, qui n'étaient pas forcément du même horizon et qui n'avaient pas peut-être les mêmes visions, mais qui se disaient le minimum que nous devions essayer de faire, c'est de faciliter ce dialogue pour que le dialogue se fasse entre l'opposition et la majorité. Parce que c'est à partir de ce dialogue-là que les gens auraient pu élaborer, je pense, les voies et moyens pour pacifier l'environnement politique et donc aller en direction de ces élections-là après savoir s'être écouté, après peut-être cette vie d'accord sur des règles qui préservent cet environnement. Malheureusement, ça a été un échec, il faut le dire. Et c'est la raison pour laquelle, personnellement, et les autres, je pense aussi, n'ont pas voulu, en tout cas pour la majorité d'entre nous, continuer dans cette voie-là parce que nous n'avons plus les moyens, face à la radicalisation des positions que nous avons observées, d'intervenir pour faciliter le dialogue. Maintenant, tant mieux si, comme je le dis, les chefs religieux dans ce pays, et c'est ce que je crois, ont peut-être plus d'influence que nous sur le monde politique. Mais le monde politique face au patronat, nous avons quand même beaucoup de soucis, parce qu'on nous parle de partenariat public-privé, et je pense que dans l'émission, nous aurons l'occasion, par exemple, de parler du code des marchés et autres, où on voit que nous n'avons pas cette influence-là, parce que cet instrument est un peu chahuté par les temps qui courent, mais je crois que nous allons en parler. On y reviendra. Mais pour rester à ce groupe des 6 que vous aviez formé pour relancer le dialogue politique, je veux dire, actuellement même, ça s'impose parce qu'on ne voit pas vraiment ce qui va se passer, parce que ces positions radicales-là existent toujours encore. Une opposition qui fait un mouvement de protestation contre le candidat sortant. Ce dernier poursuit sa campagne électorale. Ça veut dire on ne va vraiment pas ce que le Sénégal va connaître demain. Alors, est-ce qu'il est question pour vous donc de relancer cette initiative, non? Je suis très formel sur la question. En tout cas, personnellement, je ne me fais aucune illusion sur
le fait que un groupe qu'on appelle le G6 ou un autre qui serait issu des rangs de gens de bonne volonté puisse amener à la raison les acteurs politiques. Je ne le crois pas personnellement. Quand je parle de radicalisation des positions et quand je vois comment la campagne se déroule, il y a une opposition très forte et il y a des sujets qui aujourd'hui sont devenus des sujets qui fâchent. Oui. De sorte que donc, ça devient un dialogue de sourds. Alors, dans un dialogue de sourds, vous aurez du mal à vous faire entendre. En tout cas, je n'y crois pas. Ce que je crois, moi, c'est pourquoi je dis la responsabilité des hommes politiques, elle est engagée. Mais j'en appelle, moi, personnellement, aux chefs religieux de tous bords, pour que peut-être en se mettant ensemble, ils puissent faire entendre raison. Mais je ne pense pas que, en tout cas, je n'en ai pas les moyens, moi. Les patrons atteignent leurs limites. Peut-être que d'autres non, mais moi j'ai atteint mes limites dans cette affaire-là et je regarde faire, je prie, comme tous les Sénégalais, que nous ayons la paix et que les gens peut-être entendent raison. Mais entendre raison, c'est quoi? Vous avez une opposition très forte, vous l'avez dit, il y a une candidature contestée, il y a un conseil constitutionnel qui s'est prononcé. Oui. Vous avez donc tout un ensemble de choses qui font aussi bien référence à la loi qu'à la politique. Quand vous mélangez les deux, en général, c'est détonnant. Et c'est ce qui se passe. Parce que faut-il régler le problème du point de vue politique, ce qui semblerait une logique, mais en même temps, on vous dit, la loi aussi dit ceci. Dans cela, comment vous allez arbitrer? Je ne vois vraiment pas de solution. Pour le moment, donc, la campagne se poursuit. Ils sont 14 à briguer le suffrage des Sénégalais. Je ne vous demanderai pas de dire qui est le meilleur, c'est évident. Mais pour quelqu'un qui est au contact de la réalité économique, quel doit être le profil du prochain président de la République? Qu'est-ce qu'il doit remplir comme critère, selon vous? Écoutez, moi, je ne fais pas de mystère de ma participation très active aux travaux des Assises nationales qui nous ont permis de balayer toute l'histoire de notre pays sur tous les plans. Et forcément, je tire la source de ma réponse de ce que nous pourrions appeler les éléments fondateurs de ce Sénégal-là. Et donc, celui qui porterait ces éléments fondateurs serait pour nous le candidat, en tout cas, vers lequel nos regards se tourneraient. Et ce sont d'abord des critères d'intégrité. L'éthique, les valeurs morales, pour nous, sont des choses essentielles. Ensuite, c'est quelqu'un qui accepterait, fort justement d'une analyse qui a été faite et de la manière la plus pertinente, de rentrer dans des ruptures sociétales, dans des ruptures économiques, dans des ruptures politiques et institutionnelles pour permettre au Sénégal de repartir, parce que nous sommes arrivés peut-être à un point où, et je le dis avec beaucoup de responsabilité, des questions de gouvernance se posent, des échecs ont été enregistrés sur certains plans, des succès sur d'autres. En faisant la somme de tout cela, le candidat qui en tout cas devrait pour nous porter les couleurs, j'allais dire, du Sénégal et permettre de passer le cap, serait ce candidat-là qui, s'appuyant sur l'éthique, sur l'intégrité et sur la morale, mettant en avant un souci primordial en ce qui concerne la bonne gouvernance, pourrait ensuite mobiliser les Sénégalais, en tout cas la majorité des Sénégalais, autour du credo du travail, autour du credo du développement et de l'émergence, avec la responsabilité qu'il aurait aussi d'être un capitaine qui conduit des équipes. Si ce n'est pas cela, nous risquons de retomber dans les errements qui ont quelque peu impacté la vie au Sénégal et qui nous ont mis peut-être dans des situations qu'on aurait pu dépasser. Vous avez fait allusion tout à l'heure aux assises nationales auxquelles vous avez participé, mais on voit que selon en tout cas les tenants du pouvoir, ce sont des initiatives qui ont leurs limites. Parce qu'on parle même d'assemblage de vœux, etc., qui n'ont rien de concret en termes de programme. Alors, si vous mettez donc en avant cela, est-ce que vous ne risquez pas de vous attirer des foudres, hein? Vous savez, ou bien c'est une conviction personnelle? Non, vous savez, quand vous avez des convictions personnelles, vous ne craignez que Dieu. Oui. Et en tout cas, ce que je connais des assises, à commencer par le président Mbou, je n'ai pas parlé de moi-même, mais il y en a d'autres. Je pense que nous sommes convaincus que nous n'avons pas fait de tort à notre pays. Au contraire, nous n'avons pas fait de combat crypto-personnel.
nous avons été les premiers à inviter le président Wade, s'il faut le mentionner, à rejoindre les rangs des assises ou à envoyer des plénipotentiaires. Sachant que lui-même, au bout d'un moment, a dit qu'il était prêt à appliquer les conclusions, si ces conclusions correspondaient à sa vision. Au nom de l'intérêt du Sénégal, lorsque vous avez fait un travail aussi important et fouillé et que vous le mettez à la disposition de tout le Sénégal, ça veut dire que vous êtes inclusif, vous n'excluez personne. Vous ne nous avez pas entendu aux assises dire que nous avions un candidat. Vous m'avez posé la question tout à l'heure, je vous ai dit, voilà le profil du candidat. Mais en ce qui concerne les assises, même si des gens se réclament des assises en étant candidats, n'ont pas dit que les assises avaient un candidat. Ceci par respect de tous les Sénégalais, en ce qui concerne leur désir de construire leur pays et de le faire dans les meilleures conditions, et surtout que nous voulons éviter qu'il y ait des clivages tellement profonds que les gens finissent par se battre plutôt que de conjuguer leurs efforts. C'est la raison pour laquelle nous demeurons persuadés que, et je le dis toujours, le président Wade peut venir piocher s'il a un programme à faire dans le programme des assises, nous en serions heureux. Parce que nous l'avons invité, donc nous n'allons pas nous régner sur ce plan-là. Nous sommes persuadés que ce que nous l'avons fait pour tout le Sénégal. Cette conviction forte, nous habitons. Nous sommes à, j'allais dire, distance des combats qui sont menés en ce qui concerne des candidatures ou des combats qui tendraient à dire que nous sommes des ennemis ou des opposants. Oui, je vous comprends, vous êtes sur le plan du débat des idées. Absolument. Et de manière très profonde, parce que chacun d'entre nous vient d'un monde qui est peut-être particulier, vient d'un horizon, ou en tout cas a un regard sur un horizon qui n'est peut-être pas celui, à titre personnel, de son camarade, mais il se retrouve au moins sur une même base, comment faire en sorte que le Sénégal soit l'endroit où, non seulement tout le monde respecterait tout le monde, où nous aurions des institutions fortes qui jouent leur rôle, où le gouvernement serait au service de la nation, ainsi que le président de la République, bien entendu, et où aussi les jeunes trouveraient des emplois, les femmes, voilà. Donc c'est uniquement ce désir d'un Sénégal nouveau, parce que nous avons tiré la leçon de 50 ans de vie commune, avec des difficultés, avec, comme je l'ai dit, des échecs et des réussites. Et nous n'avons épargné personne. C'est ça. Nous n'avons pas centré nos analyses sur l'alternance. Nous avons commencé en 1959. Nous avons passé au crible les prises de position de Feu Mamadou Dia, que je respecte beaucoup, comme Senghor, comme Abdou Diouf, et forcément comme Abdoulaye Wade. Donc on n'a pas voulu singulariser, on a dit nous balayons tout. Et voici ce que nous en déduisons, que nous mettons maintenant à la disposition des acteurs politiques, des acteurs économiques et des acteurs sociaux. D'accord, mais un débat d'idées utiles, un bon débat d'idées implique quand même un regard objectif sur le bilan du président sortant. Regard de quoi, Nous l'avons fait. Mais comme je dis, si dans cette campagne je me mets à dire voilà ce que nous avons pensé d'Abdoulaye Wade, on va dire que nous prenons des positions. Pourquoi est-ce qu'on ne partirait pas de Senghor et de Diouf pour arriver à Abdoulaye Wade? Parce que nous ne sommes pas des acteurs de la campagne électorale. Et moi je me refuse, et c'est la réserve d'ailleurs que j'ai par rapport à la question, de dire je vais vous dire ce que je pense de Abdoulaye Wade. Parce que si je le dis dans ce contexte, forcément, j'ai une attitude, j'allais dire, peut-être pas partisane, mais qui peut peut-être influencer des gens, ou en tout cas, non, je ne rentre pas dans ce débat. Ma position vis-à-vis d'Abdoulaye Wade, je l'exprimerai dans les urnes, s'il est aux élections. Maintenant, les assises, par contre, on fait un travail qui est à la disposition de tout le monde. Nous avons publié notre rapport, et dans ce rapport-là, les gens verront tout ce qui a été dit sous le règne de Senghor, Abdou Diouf et Wade. À ce moment-là, ça c'est objectif. Sinon, votre question devrait me ramener à vous dire est-ce que ça va rappeler ceci? Est-ce que le fait de prendre position par rapport aux assises n'est pas une façon implicite de vous prononcer sur ce bilan-là du président sortant? Écoutez, on peut le lire comme ça, mais au moins qu'on me fasse crédit du fait que ma position, qui est celle des assises, ça a été de dire nous ne rentrons pas dans les jugements polémiques, mais nous faisons des analyses exhaustives et nous faisons des propositions, des recommandations fortes sur tous les plans
jusqu'à même l'élaboration d'un projet de constitution. Nous ne pouvons pas faire plus que ça. Maintenant, le citoyen que je suis, ces prises de position qui sont personnelles, parce que j'appartiens à une organisation patronale. L'organisation patronale ne prend jamais de position politique. Oui. En tant que président de la CNES, si je me mets à vous dire voilà vers quoi il faut aller, Oui. il y a un problème. Ah. Le bilan, nous avons déjà répondu. Quand on me demande sur le plan économique en 2011, je dis en 2011, les résultats que nous avons et qui sont constatés sont des résultats mitigés. Ça veut donc dire qu'il y a du bon, il y a du moins bon, il y a du mauvais. Oui. Mon souci est en tant qu'acteur de veiller à ce que les expressions de nos positions soient vraiment le plus objectivement possible élaborées. Oui. Le citoyen maintenant simple que je suis, comme je dis, j'ai ma carte de du prochain président. Le domaine qui vous interpelle directement et sur lequel naturellement ce président sera très attendu, c'est celui de l'emploi. Ici, la réussite passe par quoi? C'est une question très complexe. Mais j'ai l'habitude de dire aussi que nous sommes tous responsables, aussi bien le président de la République, le gouvernement, le patronat, les responsables de l'enseignement, tout le monde est responsable. Premièrement, l'emploi est généré de manière claire par la croissance. Si nous n'arrivons pas à des taux de croissance d'un certain niveau, nous ne pourrons pas générer des emplois importants. D'où la création marginale d'emplois par rapport au fait que la croissance au Sénégal n'a pas encore dépassé 5%. Or, en général, on calcule que c'est à partir de 7% qu'on arrive à générer des mouvements importants en matière d'emploi. Je crois qu'on attendait 4,4%. Nous aurons moins, parce que vous savez bien que nous avons été impactés en tant que croissance par de longs mois de délestage en termes d'électricité, même s'il y a une amélioration aujourd'hui. Oui. Mais vous avez une référence, c'est 2011. Oui. C'est vers la fin 2011 que l'amélioration s'est notée. Mais en même temps, évidemment, vous avez aussi les questions de formation et vous avez les questions d'auto-emploi. Sur les questions de formation, nous sommes tout à fait conscients que la demande doit être satisfaite lorsque le profil du garçon ou de la fille qui sort de l'école ou de l'université est un profil d'employabilité. Cela repose naturellement sur les propositions qui viendraient de la part du patronat pour inciter ceux qui sont chargés de l'organisation de l'enseignement et de l'éducation à orienter le tir vers cela. L'auto-emploi, c'est évidemment aussi la convocation de questions aussi essentielles que la création d'entreprises, l'accès au financement et un environnement qui permette d'inciter les jeunes à dire je ne vais pas me retrouver comme employé, je vais créer mon entreprise. C'est pourquoi je dis nous sommes tous responsables. L'environnement que nous avons doit être amélioré par rapport à la création d'entreprises. Il y a eu des progrès importants qui ont été faits. Les délais dans lesquels on arrive à créer des entreprises, mais il y a aussi des questions qui ne sont pas résolues. Parce que celui qui n'a pas d'expérience en matière de création d'entreprise doit être accompagné. Peut-être que le patronat devra, sur ce chapitre-là, prendre des responsabilités pour faire ce qu'on appelle du mentoring, accompagner les jeunes. Mais de la même manière que l'État devra aussi veiller à protéger ces entreprises-là qui naissent, qui émanent de la volonté de gens qui n'ont pas beaucoup d'expérience et qui rentrent dans un monde où la concurrence est féroce. La question de l'emploi, je pense, aurait suffi comme thème de campagne. Oui. Parce que cela va toucher tout un ensemble de choses, aussi bien institutionnelles, l'éducation, la formation, qui sont des éléments essentiels en ce qui concerne les ressources humaines, mais aussi l'économie, le financement, voilà. Et même la question des exportations et de l'ancrage du Sénégal sur le marché international. Donc nous pouvons donc le considérer comme un angle d'attaque, mais je n'ai pas encore entendu. Oui. Comme vous le disiez, dans les programmes, les gens abordaient la question. On dit simplement, on va faire ceci, on va faire cela. Bon, mais vous savez, les promesses de campagne, c'est un peu le problème. C'est ça. Ce n'est jamais articulé sur des démonstrations véritables. Concrètes, oui. Pour absorber la demande, je suis toujours dans l'emploi, qui est de loin supérieur à l'offre, on le sait. Certains pensent à l'agriculture. Est-ce que
c'est un créneau que vous exploitez en tant que patronat. Absolument. Si vous regardez mes interviews, et surtout même en référence aux assises nationales, nous avons dit que le meilleur moyen pour s'en sortir, pour le Sénégal, c'est de faire de l'agriculture et de l'agro-industrie une priorité. D'abord, c'est la réponse à la crise internationale, puisque vous savez bien que la crise est là. Nous avons des années de crise. Nous devons donc être en mesure de transformer nos produits, ce qui signifierait qu'un accent fort va être mis sur les capacités productives du Sénégal. Et l'agriculture et l'agro-industrie sont pour nous cette réponse. Vous pouvez créer des centaines de milliers d'emplois dans ce secteur-là. Et je crois que le Sénégal devra résolument s'orienter vers cela. Le deuxième secteur vers lequel je pense qu'il va falloir aussi s'orienter, c'est les énergies renouvelables. Parce que vous avez un lien important qui peut se faire entre l'agriculture, l'agro-business et les énergies renouvelables, sans compter le fait que nous avons à notre disposition du soleil, du vent et autres. Et donc, il y a peut-être tout un recentrage des priorités qui devrait être articulé sur la question de l'emploi, mais en ouvrant les vannes vers des secteurs que nous choisirions comme des secteurs prioritaires, qui sont des secteurs porteurs de croissance et qui permettent au Sénégal de faire face à la crise internationale avec les meilleures chances d'y arriver. Alors, vous parliez tantôt de la question du partenariat public-privé. Ça va nous permettre un peu d'aborder ce décret qui fait polémique et qui autorise le plan Takkal à se passer du code des marchés pour l'acquisition de combustible. Quelle est votre position sur ce débat-là? Nous sommes déçus. Et je pèse mes mots, nous sommes déçus parce que nous avons toujours considéré que le code des marchés était un instrument issu d'un consensus fort entre l'État, le secteur privé et la société civile. Deuxièmement, que c'est un instrument fort de la lutte contre la corruption. Et troisièmement, c'est un instrument fort de promotion de la petite et moyenne entreprise sénégalaise et de ce que nous appelons le patriotisme économique. Si nous sommes déçus, c'est que non seulement le Sénégal avait réussi, grâce à ce consensus, à avoir un code des marchés que la plupart des pays africains nous enviaient. Je dis nous envier, parce que je crois que de moins en moins ils vont nous l'envier. Les partenaires au développement, comme la Banque mondiale, avaient même choisi le Sénégal parmi les rares pays pouvant faire référence en termes de gestion de la dépense publique ou de la commande publique. Mais lorsque vous observez qu'après la promulgation en 2007 du Code des marchés, nous nous retrouvons avec des modifications qui certainement pouvaient être justifiées pour certaines. Lorsque, au bout de 1 à 2 ans de fonctionnement, vous vous rendez compte qu'il y a peut-être quelques pesanteurs, c'est normal que vous corrigiez. Cela ne posait pas de problème et nous le faisions même dans le cadre d'un consensus puisque nous faisions des évaluations. Mais vous avez des chiffres qui sont parlants. L'évolution bénéfique pour l'économie sénégalaise, c'était de considérer que jusqu'en 2007, nous avions un taux en termes de gré à gré et donc, j'allais dire, de mauvaise gouvernance qui frisait les 90%. Nous sommes tombés à 8%, ce qui était un progrès remarquable, salué par tout le monde. Je suis désolé de le dire, à la dernière évaluation du dernier trimestre de 2011, nous sommes retournés à 47% de marché de gré à gré. Or, la rupture que nous opérons à travers ces décrets, c'est d'abord une rupture par rapport aux directives de l'UEMOA. Parce que les directives 4 et 5 font part des questions de dérogation et autres, mais le Sénégal appartient à cette communauté. On ne peut pas faire n'importe quoi. Et je suis désolé de le dire, mais en ouvrant les vannes en ce qui concerne le marché de gré à gré et ce qui est en train de se passer avec ce décret sur un secteur important, et on ne peut pas le justifier par ce que j'entends dire. Parce que le plan Takkal... Pour faire face aux urgences. Oui, mais attendez. Oui. Les urgences sont traitées d'abord dans le cadre du Code des marchés. Vous imaginez bien qu'on ne peut pas faire un Code des marchés sans tenir compte des contraintes d'urgence qu'un pays peut affronter. Une catastrophe peut survenir. Donc il y a des cas précis, avec des délais extrêmement courts
qui sont spécifiés dans le code pour répondre à cela. Oui, mais quand même, on sait l'importance de l'électricité pour les autres entreprises. Absolument, oui. Les ménages, hein. Faut pas se tromper. Donc, un approvisionnement rapide et satisfaisant peut... Monsieur Ning, il ne faut pas qu'on prenne prétexte de ça pour faire n'importe quoi. Soyons sérieux. En français, lorsqu'on dit plan, c'est qu'il y a planification. C'est qu'il y a programmation, sinon ça ne s'appellerait pas plan. On ne peut pas avoir un plan qui a été présenté partout, avec une programmation, avec un quantitatif, avec un budget, pour nous entendre dire qu'il faut faire face à l'achat de carburant. On n'achète pas à l'improviste ni au lance-pierre en ce qui concerne le carburant. Vous savez bien qu'on connaît les cours du pétrole, on sait combien de temps il faut pour bouger un bateau et tout. Donc, arrêtons avec cela. La réalité n'est pas là. La réalité, c'est que si c'est pour traiter des urgences, le code l'a déjà pris en charge. Maintenant, si c'est pour sortir du champ des appels d'offres un certain nombre de secteurs, là, il y a un problème. Et c'est là où je dis qu'il y a une rupture de la confiance. Parce que nous pensions qu'avec le gouvernement, nous étions allés très loin dans cette confiance, dans ce partenariat public-privé. Je suis désolé de le dire, et ça me peine terriblement. Mais nous avons rompu cette confiance-là. Le gouvernement du l'a rompu en prenant ce type de décret. Parce que nous avons enregistré des modifications qui sont devenues même intempestives par rapport à une loi. Ce sont des décrets qui sortent assez régulièrement. Nous en sommes maintenant à 4 ou 5 dans lesquels on a modifié sans concertation avec les partenaires que nous sommes. Et ça, c'est dans les dispositions de l'UMOA. Il y a les 3 parties qui doivent toujours s'entendre. C'est le consensus dont je parle. Alors, c'est la raison pour laquelle je vous dis, non, les urgences ne peuvent pas justifier cela. Et ça nous ramène toujours à ce que j'ai l'habitude de dire. J'ai dit, je me méfie souvent des périodes préélectorales. Parce que, malheureusement, où les réformes qui devaient être faites sont bloquées, ou alors on introduit des réformes qui finalement posent problème en termes de gouvernance. Et ça, c'est un problème de gouvernance sérieux qui est posé. Oui, problème de gouvernance. Mais est-ce qu'on ne peut pas quand même vous accuser, vous autres patrons, de vouloir une chose et son contraire? Allons-y. Je veux dire, on a là un problème assez important de fourniture d'électricité. Bon, des mesures sont prises pour faire face à l'urgence, comme on dit. Et voilà, tout le monde... Non, quelle est l'urgence? Parce qu'attention, nous avons traversé une période pendant laquelle il y avait des délestages. On a démontré que la capacité de production faisait défaut. Les planifications ont été faites. Ensuite, les questions qui se sont posées, semble-t-il, ont été des questions de transport de l'électricité, donc d'infrastructure. On nous a toujours dit, non seulement nous avons des réserves de carburant, mais on a des réserves pour 2 ou 3 mois puisqu'on a acheté à l'avance. Et qu'on a réussi à économiser des milliards de francs, j'ai même entendu le chiffre de 25 milliards sur les achats. Ça veut dire que les achats ont été planifiés. Donc, si c'est pour l'urgence concernant le carburant, la démonstration n'est pas faite. Si c'est pour de l'urgence concernant la maintenance, écoutez, nous sommes des chefs d'entreprise. Il n'existe pas une entreprise sérieuse au monde où on ne planifie pas les arrêts de production ou les coupures pour pouvoir travailler. Donc, où est l'urgence? Je le dis encore une fois, cette démonstration-là n'est pas faite, je suis désolé. D'accord. Que ce soit des achats de carburant, vous savez bien que pour gagner et faire des économies, vous planifiez vos achats et vous savez exactement quelles sont les quantités que vous allez bouger. Je le répète, sur ce chapitre-là, où est le problème? Alors, je dis, je suis très perplexe, mais surtout dessus parce que vraiment, du secteur privé en tout cas, le patronat que nous sommes et nous sommes à la CNES, vraiment nous avions misé beaucoup sur le code des marchés, vraiment pour taire toutes sortes de choses qu'on raconte sur le Sénégal, la montée de la corruption et autres. Malheureusement, ces modifications et la montée en puissance des marchés de gré à gré vont ramener le Sénégal à ces considérations-là. Et je m'interroge d'ailleurs sur la suite que les partenaires au développement, qui suivent parfaitement avec nous le code des marchés, le FMI, la Banque mondiale, l'AFD et tout cela. Je me demande quelle va être leur réaction par rapport à ça. En tout cas, nous allons les interroger dans les prochains jours, puisque nous allons nous réunir
au niveau du patronat pour apprécier la situation. D'accord. Alors, une question, peut-être la dernière sur l'élection présidentielle. Généralement, de façon générale, c'est le moment, dit-on, pour les investisseurs de jouer aussi, de mettre leur vie, d'être derrière souvent des candidats. Vous pouvez apporter un témoignage. Est-ce que vous connaissez des hommes d'affaires qui parrainent des candidatures? Franchement, non. Je dis non, je n'en connais pas, mais même si j'en connaissais, je ne le dirais pas. Parce qu'il n'y a pas une loi qui soit claire en ce qui concerne le financement des candidats aux élections. Alors, dès lors que vous n'avez pas de loi, vous vous exposez. Oui, mais il n'est pas quand même exclu de miser sur quelqu'un pour espérer un retour de... Ah, oui, certainement, puisque bon, vous avez soit des sympathies, ou vous êtes convaincu par tel ou tel argument, ou telle personne, ou des réalisations de tel ou tel. Donc j'estime que de ce point de vue-là, c'est comme je le disais, vous n'allez pas sortir dans la rue avec des pancartes pour dire je soutiens tel. Oui. Si vous le faites, vous allez le faire discrètement, et ensuite vous aurez dans l'isoloir la possibilité de choisir le candidat et de le mettre discrètement. Oui. Donc voilà un peu ce que personnellement, vous n'avez jamais misé sur quelqu'un? Si, mais je ne vous le dirai pas. Merci beaucoup, Président. Mansour Kama, président de la CNES, la Confédération nationale des employeurs du Sénégal, membre de cette plateforme du secteur privé qui s'est formée, qui regroupe un certain nombre d'organisations patronales. Merci, mesdames, messieurs, d'avoir suivi cette émission. On revient dimanche prochain.